Jean-Marc Sornin, bonjour. Vous êtes géologue, spécialiste en sédimentologie marine. Je crois d'ailleurs que votre thèse portait sur la baie du Mont-Saint-Michel. Après avoir travaillé plusieurs années à Ifremer, vous avez créé Écocéan, un cabinet spécialisé en environnement marin, qui a fusionné en 91 avec Créo, une filiale d'Ifremer, pour devenir Créocéan. Créocéan qui est maintenant présent sur toute la planète, avec 12 bureaux répartis à la fois en France métropolitaine, à La Rochelle bien sûr, mais aussi à Caen, à Nantes, à Montpellier, à Toulon, en Martinique, à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, et puis aussi à l'étranger, à Casablanca au Maroc, à Doha au Qatar, à Abu Dhabi aux Émirats arabes, et enfin à Jakarta en Indonésie. Alors, vous développez des compétences pluridisciplinaires qui permettent d'aborder la plupart des problématiques liées au développement durable du littoral et à l'océanographie offshore. C'est impossible à dire ça. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que votre expérience, votre ancienneté et puis votre présence dans toutes ces zones du globe font de vous un observateur privilégié des effets des changements climatiques et du réchauffement de la planète. Alors aujourd'hui, nous intéresserons plus particulièrement aux effets de ces changements sur le littoral, que ce soit au niveau global ou le littoral de Charentais, et aussi sur la biodiversité marine. Et puis aussi, bien sûr, aux solutions qu'on peut mettre en place pour contenir les effets néfastes de ce réchauffement. Alors ma première question, au vu de votre expérience, justement, vous qui parcourez la planète en vous intéressant aux zones côtières de vie, et ce depuis plusieurs années, eh bien, qu'avez-vous constaté avez-vous réellement vu ces effets du réchauffement ? Alors, les constats sont extrêmement variés, extrêmement différents, évidemment selon les zones et selon l'évolution dans la période. Mais ce qui est très prépondérant, c'est de voir que les zones côtières sont tellement attractives que les densités de population, donc les densités de construction, d'activité, sont de plus en plus fortes, de plus en plus importantes. De fait, et de ce fait plutôt, quand il y a un événement considéré comme exceptionnel, une tempête, une grosse vague, les dégâts sont beaucoup plus marqués, beaucoup plus importants vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de la vie, la survie des populations. Donc on a déjà un premier prisme qui change un peu la vision qu'on pouvait avoir des dégâts causés sur le littoral. Mais ce qui est un fait aussi avéré par un certain nombre de mesures dans le temps, c'est de voir la récurrence de ces événements exceptionnels, donc les tempêtes, les tsunamis, les vagues. Alors les tsunamis, non pas issus des mouvements terrestres, mais liés à des phénomènes météorologiques. Ces événements sont de plus en plus récurrents et c'est ce qui fait vraiment, c'est un des arguments qui permet d'avancer les changements climatiques. D'accord. Mais de votre point de vue, justement, faut-il combattre, puisque vous rappeliez fort à propos que ces zones littorales attirent les populations, est-ce qu'il faut justement changer les pratiques et reculer un petit peu les zones d'habitation, modifier les plans locaux d'urbanisme, ou est-ce qu'il faut les combattre, ces effets, avec des digues, la bonne solution est celle qui permet de mettre en pratique toutes ces solutions que vous évoquez. C'est-à-dire que, effectivement, la densification de l'habitat, des activités sur le littoral, sur les littoraux, cette densification devrait être ralentie. En revanche, très difficile de dire à des industriels qu'ils ne peuvent pas utiliser le milieu marin comme moyen de communication avec le reste du monde, d'où les activités portuaires, les activités industrielles. Là où ça pourrait être plus facile, c'est pour tout ce qui concerne l'habitat.
Et donc, on devrait, effectivement, vous citez les plans locaux d'urbanisme, on devrait pratiquer le plus possible le recul des zones d'habitat vers l'arrière littoral, vers les zones rétro-littorales. En revanche, évidemment, pour ce qui est déjà construit, on va pas, même si on l'a fait sur certaines zones vraiment avec des dangers très, très bien identifiés, on ne va pas déconstruire. Ça paraît... et ça, c'est un discours qui est valable sur nos zones, on va dire, occidentales. En revanche, c'est encore très loin d'une réalité sur les zones des pays émergents, où le développement des activités est lié à la présence maritime des échanges, que ce soit du commerce ou des transferts, voire même de plus en plus des transferts d'énergie. Oui, et bon, là, la question est, donc il y a des événements exceptionnels, comme des tempêtes. Alors certains disent qu'ils ne sont pas si exceptionnels, qu'on a toujours vu des tempêtes, mais chez nous, il y a eu la tempête Martin en 99, la tempête Xynthia en 2010. De votre point de vue, est-ce qu'il faut qu'on s'attende à une récurrence de ces événements ? Alors effectivement, les constats sont que les tempêtes ne sont pas forcément plus fortes qu'elles n'étaient historiquement. En revanche, la récurrence, le fait que ces tempêtes se reproduisent de manière plus fréquente, ça semble être un fait avéré et donc lié forcément à un dérèglement climatique. Après, on parlera sans doute si ces dérèglements sont anthropiques, liés aux activités humaines ou naturelles, mais manifestement, il y a un dérèglement climatique qui génère un certain nombre de fréquences plus rapprochées des événements climatiques. Et puis surtout, ces événements climatiques sont la cause de dégâts beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient auparavant, liés à ce qu'on a dit juste avant, sur la densification de l'activité, de l'habitat sur les zones côtières. Alors, en dehors de ces événements climatiques, on dit aussi que le niveau de la mer monte, que des îles disparaissent. Qu'en est-il ? Alors, le niveau de la mer monte, ça c'est un fait qui est mesuré par des mesures assez simples, assez basiques qui sont faites. Il y a un observatoire à Marseille qui a un marégraphe qui mesure le niveau de la mer et sur le dernier siècle, on a constaté une évolution, une montée du niveau de la mer. On a des moyens beaucoup plus précis qui sont liés aux observations satellitaires. Et là aussi, on voit le niveau de la mer. Mais cette élévation du niveau de la mer, elle est de quelques millimètres par an. Donc, en fait, s'il faut un siècle pour une élévation de 10 cm, ça n'apparaît pas comme dramatique pour la grande majorité des zones côtières. Sauf que, hors de cette grande majorité des zones côtières, il y a effectivement des îles qui sont avec des niveaux extrêmement proches du niveau de la mer. Je me souviens d'une expertise que nous avons faite à Créocéan il y a quelques années, dans l'atoll des Tuamotu, un atoll de Polynésie française, où les points hauts étaient situés de l'ordre du mètre. Et donc, il y avait une surface considérable qui était à quelques centimètres du niveau de la mer. Et tout le problème par rapport à ça est de savoir si le niveau de la mer s'élevant, est-ce que les niveaux terrestres, enfin les niveaux habités, occupés, vont eux aussi s'élever. Parce que là, sur la Polynésie, on est sur des récifs coralliens qui eux-mêmes sont en élévation. Donc oui, tout à fait. Un récif corallien, il monte avec la montée des eaux. Et le résultat de notre diagnostic était le suivant. Si la montée des eaux reste dans une gamme entre 0 et 5 mm par an, les récifs coralliens sont capables de s'élever, d'accompagner la montée. Et donc, cette île-là, précisément dans les Tuamotu, n'était pas menacée.
Sauf que, parce que tout n'est pas aussi simple que ça, sauf que les récifs coralliens en pleine puissance ont cette capacité d'élévation à condition qu'ils soient justement en pleine puissance, c'est-à-dire sans nuisance liée à la pollution, à l'acidification de l'océan, liée aux matières organiques qui viennent obstruer les coraux. Donc ça, c'est presque anecdotique dans la vision qu'on peut avoir de l'océan mondial. C'est extrêmement prégnant, évidemment, pour les populations qui sont sur place. Et des exemples comme ça, on en a effectivement de nombreux. Donc, ce que je pense, c'est que à moyen terme, c'est-à-dire de l'ordre d'un demi-siècle, ce n'est pas l'élévation du niveau de la mer qui va provoquer des changements considérables sur le littoral mondial. À plus long terme, évidemment, quand on commence à avoir des élévations qui sont de l'ordre de 10, 15, 20 cm, là on a des modifications importantes. Mais c'est un peu accessoire, c'est pas très joli, mais c'est un peu accessoire par rapport à la récurrence des phénomènes dramatiques que sont les tempêtes ou les submersions. Et ce réchauffement climatique a des incidences sur les vents et les courants. Est-ce qu'ils sont prévisibles ? Est-ce que vous, dans votre métier, vous arrivez à anticiper et à prévoir ? Alors, oui, on arrive à anticiper. On arrive à partir de mesures, et ça, c'est très lié aux observations et aux modélisations des météorologistes, on arrive à faire des prévisions. Une submersion telle qu'on l'a connue en Charente-Maritime et en Vendée, liée à Xynthia, est prévisible, c'est-à-dire le niveau auquel la mer va monter et va donc envahir les territoires, c'est prévisible. La difficulté, c'est de savoir quel laps de temps on était capable de prévoir. C'est-à-dire que si on est capable de prévoir ça à 8 jours à l'avance, d'un point de vue sécurité, on sait s'organiser. En revanche, au fil du temps, les paramètres qui servent à caler les modèles mathématiques, ces paramètres-là, évidemment, ils évoluent. La météorologie n'est pas une science mécanique, n'est pas une mécanique pour lequel tout s'enclenche. C'est le fameux effet papillon où on a un petit truc à l'autre bout du monde qui vient changer le... Donc oui, il y a des capacités de modélisation et nous, à Créocéan, on travaille en relation avec les météorologues, avec les universitaires des laboratoires de La Rochelle et on est capable, oui, 12 heures avant, de dire, attention, on va avoir une submersion qui va dépasser les 20 ou 30 centimètres liés à la tempête qui arrive. En revanche, au-delà, plus tôt que 12 heures, c'est incertain. Plus on est éloigné de l'événement lui-même, plus la certitude plus l'incertitude est forte. Ouais. Et donc sur les effets de la tempête Xynthia, vous êtes intervenu après sur la prévision du niveau d'endiguement, de choses comme ça ? Alors ça c'est effectivement la partie post-événement. Déjà nous permet de dire est-ce que si on avait été questionné pour la modélisation, est-ce qu'on aurait été capable de mesurer vraiment l'ampleur de la submersion ? La réponse est oui. Les laboratoires, qu'ils soient universitaires ou nos modélisateurs à Créocéan, auraient été capables de le faire. Mais la question n'ayant pas été posée, et c'est légitime puisqu'on n'avait pas il n'est pas question de polémiquer avec les autorités, mais c'est légitime à l'époque, on n'a pas posé la question. Maintenant, oui, la question est posée. Les questions sont posées, les alertes liées à des événements de tempête sont accompagnées de ce genre de travail, de modélisation. Alors, la question portait sur le travail post-événement. Là, on utilise les mesures réelles, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de mesures suite à ces événements de tempête, plus des modélisations, donc des calculs mathématiques qui permettent de voir comment se déploient les flots quand il y a une submersion, permettent de dimensionner et d'abord de positionner, ensuite de dimensionner les ouvrages eux-mêmes et de dire ça ne sert à rien de mettre une digue à tel endroit puisqu'elle sera contournée de telle ou telle manière. Donc il faut
il est plus prudent de l'installer de tel point à tel point. Là, il bloquera vraiment. Ensuite, le dimensionnement sur la hauteur, sur sa capacité à résister au flot. Donc ça c'est des travaux qui sont faits. Alors, qui sont faits dans une série de programmes d'aménagement qui s'appellent les PAPI, qui s'appellent les plans de prévention des risques, qui s'appellent tous ces projets-là qui sont très complémentaires, parfois un peu redondants. Tous ces projets-là permettent de positionner et de dimensionner les ouvrages. Et puis après, on passe au niveau politique et financier. Mmh. Alors, justement, est-ce que les activités humaines, est-ce qu'elles amplifient ces modifications liées au changement climatique ? Oui, les activités humaines, par ce qu'on entend partout, liées au dégagement de CO2, au réchauffement de la planète par les activités humaines, oui, ça participe aux modifications climatiques. Là, il n'y a plus d'ambiguïté. En revanche, à quel niveau, quel est le niveau d'influence de ces activités, c'est encore très difficile à dire. Mais tout ce qui se passe avec les conférences COP, et donc la prochaine COP 21 à Paris, sont des réflexions qui sont amenées à dire que si on développe au-delà de 5 degrés de température, on va véritablement avoir des changements climatiques qui vont être de plus en plus récurrents et de plus en plus forts. Si on se limite à une élévation de 2 degrés, ces changements, en gros, seront de l'ordre de ce qui se passe actuellement, peut-être un peu amplifiés. Donc on sait les maîtriser, on sait, comme on l'a dit, peut-être les prévoir. Oui, sans aucun doute, les modifications sont aussi liées à l'activité humaine. Mais il faut, et là c'est le géologue qui parle, il faut quand même resituer aussi dans quelle période géologique on est. On est dans ce qu'on appelle une période interglaciaire, c'est-à-dire entre deux périodes très froides. Là, on parle en millions d'années. Et là, on n'a vraiment aucune maîtrise là-dessus. On est entre deux périodes très glaciaires, enfin des périodes glaciaires, donc une période de réchauffement naturel. Ce réchauffement naturel participe à la fonte des glaces et donc à l'élévation du niveau de la mer, et ça sans activité humaine. Et c'est là où il faut que le discours soit bien compris et qu'il ne soit pas ambigu, dans le sens où, oui, il y a une tendance naturelle, mais de l'ordre du million d'années, et donc là on peut laisser faire, et ça effectivement c'est quelque chose qui nous tombe du ciel et on n'arrivera pas à le faire évoluer. En revanche, il ne faut pas se cacher derrière cette tendance naturelle pour ne pas voir la réalité de l'accélération des changements par les activités humaines. Mais plus localement, enfin sur des coins, des endroits plus circonscrits dans l'espace, on reviendra tout à l'heure à ce que l'individu peut faire, ce que le citoyen peut faire. Mais est-ce que l'activité humaine, par exemple, dans une ville comme La Rochelle, je sais que vous êtes intervenu sur l'agrandissement, vous avez travaillé sur l'extension du port de La Rochelle. Il y a eu des polémiques sur agrandir ce port. Ça va modifier les courants, ça va compliquer, ça va provoquer, ça va peut-être amplifier s'il y a des phénomènes comme Xynthia. Qu'est-ce que... Oui, alors, ça ne modifie pas les aménagements dans les zones côtières, ne modifient pas le climat, évidemment, et la récurrence des tempêtes, etc. En revanche, ces aménagements, cette anthropisation du littoral, ces aménagements liés aux activités humaines, modifient les réponses. C'est-à-dire que, comme vous le dites, quand on construit une digue, elle est faite pour bloquer l'attaque que peut faire la mer, mais forcément, elle va dévier. Envoyer. Donc, tout le travail des ingénieurs est de trouver des ouvrages qui permettent de capter l'énergie fournie par les vagues de manière à ne pas les dissiper. C'est le principe de la boule de billard. Du judo. Ou du judo. Alors, je suis moins connaisseur en judo, mais c'est le principe de la boule de billard. C'est-à-dire qu'on envoie une boule de billard qui va transférer
toute son énergie sur la boule qu'elle va frapper. Et qui donc, tout à quelque chose près. Là, l'idée des ouvrages sur lesquels nous travaillons régulièrement, c'est de casser l'énergie de manière à éviter que l'énergie soit juste transférée sur telle ou telle zone adjacente. Et ça c'est un vrai travail d'ingénieur, avec une nécessité d'avoir une vision globale, et on ne s'arrête pas, évidemment, je faisais allusion tout à l'heure aux décisions politiques, on ne s'arrête pas aux limites de communes, ni aux limites de départements, ni aux limites de régions. Là, il y a une nécessité d'avoir une vision qui d'ailleurs est très liée aux aspects de ce qu'on appelle la géomorphologie du littoral. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui s'est passé avec Cynthia, et nous on l'a bien revu ensuite dans les modélisations. On voit bien que le flot qui est arrivé en gros de sud-ouest a été un peu canalisé par les îles, et du coup est rentré en direct sur les zones de Vendée. Et là aussi, effectivement, les ouvrages peuvent faciliter cette canalisation. Donc il y a toute cette réflexion. Donc pour être un peu systématique, oui, les ouvrages qui sont construits sur le littoral peuvent avoir des réponses, peuvent donner des réponses négatives aux événements. Alors après, la réflexion, c'est ok, ne faisons pas de digues et laissons la nature reprendre ses droits. On l'a fait sur certaines zones. Chez nous, on l'a fait par exemple dans la baie d'Ives. Il y a eu de longues réflexions auxquelles nous avions participé il y a un certain nombre d'années sur ce qu'on appelle la renaturalisation des zones littorales. Et donc là, évidemment, ça demande des prises de décision qui sont très liées à la présence ou pas des activités humaines. Parce que réestuariser un estuaire qui a été poldérisé, par exemple, on a fait ça dans le nord de la France, la baie de Somme, on a eu pas mal de travaux là-dessus. Qu'est-ce qu'on laisse à la nature, et donc qu'est-ce qu'on sacrifie aux activités humaines ? Ça, ça dépasse un peu l'ingénieur. Ouais. Et si on s'éloigne des côtes, un sujet qui fait débat des fois, ou qui va faire débat, c'est les parcs éoliens en mer. Vous en pensez quoi, vous ? Alors, réponse de l'ingénieur et ensuite réponse du citoyen. Réponse de l'ingénieur, le parc éolien permet une alternative de fourniture d'énergie, comme les autres énergies, pas plus. Enfin, on parle beaucoup des parcs éoliens, surtout dans la région de La Rochelle en ce moment, mais sur tous les littoraux français, voire européens. Mais on a d'autres énergies qu'on est en train de développer dans les zones tropicales. Donc j'en reparlerai peut-être plus tard. Les parcs éoliens, c'est une bonne alternative à une fourniture d'énergie non renouvelable. Bon, si on peut effectivement réduire fortement nos consommations de pétrole, d'huile, qui sont très polluantes et qui contribuent à ce fameux réchauffement, c'est une bonne chose. Donc oui, la mise en place de parcs éoliens, vu de ce point de vue-là, cette mise en place a une vraie nécessité. Répond à une vraie nécessité. Est-ce que c'est la seule réponse à avoir ? Ça se discute. Et puis, de l'autre côté, le citoyen se pose la question, est-ce qu'il faut bien les mettre là, puisque ça va être en conflit avec nos amis les pêcheurs, ça va être en conflit avec les plaisanciers, puisque c'est typiquement un conflit d'usage des sites. Donc là, la réflexion, elle est portée sur les deux côtés. Et bien sûr, il n'y a pas de réponse. La réponse définitive sera donnée à nouveau par les pouvoirs politiques, et c'est légitime. Alors, puisqu'on parle de conflits, on sait que une source de conflits mondiaux à venir sera beaucoup liée à la maîtrise des ressources, et en particulier la ressource de l'eau potable. Et dans ce contexte, je ne parle plus d'expérimentation parce que ça se fait. Il y a des opérations de désalinisation de l'eau de mer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est pas de nature à modifier l'équilibre naturel et à poser des problèmes ? Non, je pense pas. On est acteur sur plusieurs usines de désalinisation, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique. Et en fait,
les, les volumes sont considérables par les volumes d'eau qui sont pompés et rejetés sont considérables par rapport à faire couler un robinet, bien entendu. En revanche, par rapport à l'immensité des océans, c'est vraiment très négligeable. Donc les répercussions de la désalinisation ne vont pas se voir sur les masses d'eau qui sont pompées. En revanche, et là on est très attentif, nous, à ces aspects-là, il y a les rejets. Parce que bien entendu, quand on retire le sel d'une eau salée, on en fait quelque chose. Donc les saumures qui sont extraites de ces usines de désalinisation peuvent poser problème dans leur réutilisation, dans leur stockage, dans leur remise dans le milieu naturel. On a à plusieurs reprises été amené à prescrire des rejets en grande profondeur, de manière à ce que les dilutions se fassent sur la colonne d'eau, plutôt que des rejets en surface. Là c'est une réelle question, mais en même temps, on fait toujours le calcul, l'analyse coût-bénéfice. Le coût vis-à-vis de l'environnement, c'est effectivement de rejeter des saumures qui sont importantes. En revanche, le bénéfice, c'est de permettre à des populations d'avoir de l'eau douce. Donc voilà, on est compris dans cette problématique. Alors, ce point nous amène à aborder la sauvegarde de la biodiversité, précisément. Pourquoi est-ce que c'est si important qu'on en parle tant récemment, WWF a sorti un rapport pour dire qu'il y avait une disparition en quelques années, c'est de 50% des espèces animales, c'est en quelques décennies. Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est important de sauvegarder ? Alors, parce que certains disent il y a toujours eu des disparitions d'espèces animales, c'est pas grave. Alors, premier commentaire que je veux faire, je pense que c'est très bien d'avoir cette réflexion, ou tout à moins d'avoir ces commentaires et d'avoir cette médiatisation sur la perte de biodiversité. Parce que à un moment ou à un autre, il faut bien que qui qu'on soit, citoyen, politique, scientifique ou autre, on est dans un système qui est global. Et donc à partir du moment où on a une certaine attitude, où on a un certain fonctionnement, où on a un certain développement économique, il y a des répercussions sur la planète. Qu'elle soit faible ou qu'elle soit importante, et donc sur la biodiversité. Oui, quand on développe des activités industrielles, oui, on a des réchauffements qui sont liés au rejet, et donc on a une modification de ce qu'on appelle les écosystèmes. Et donc la biodiversité est atteinte. Alors pourquoi la biodiversité nous apparaît comme importante, mais comme un paramètre à prendre en compte de manière importante dans le cycle général de l'environnement de la planète, parce que la perte de biodiversité génère une perte de capacité de résilience de certains milieux. Et c'est-à-dire si on voit disparaître un certain nombre d'espèces, on le sait, il y a toutes les chaînes, et c'est pour ça que je resituais dans un milieu dans un contexte très global. Si on a des pertes, des disparitions d'espèces, on a une sorte d'effet domino, d'effet de chaîne, où on va avoir très progressivement ou très brutalement d'autres disparitions d'espèces qui nous apparaissent plus importante dans la vie de tous les jours. Mais c'est un effet qui est très, très éloigné. Et puis, la biodiversité, c'est un petit peu comme la diversité humaine. On a aussi une meilleure capacité à résister à un certain nombre de maladies, d'attaques virales, si la diversité génétique est présente.
On l'a vu dans certains événements liés sur les côtes françaises à des mortalités d'huîtres, où la réflexion s'est faite et a été plus ou moins tranchée, mais la réflexion s'est faite. Est-ce qu'on n'a pas un affaiblissement de nos cultures? Là, on ne parle même pas de biodiversité. L'exemple que je donne n'est pas de biodiversité naturelle, mais de biodiversité de culture. Est-ce qu'on n'a pas un affaiblissement de la résistance de nos cultures ostréicoles si on a réduit cette diversité génétique de nos souches qui sont à l'origine des cultures? Qui serait relativement simple à remettre en place finalement, cette biodiversité pour les huîtres dont vous parliez. Et ça m'amène à... on a entendu beaucoup aussi parler de l'impact de l'acidification des océans sur cette biodiversité. Est-ce que c'est un fait? Oui, je pense qu'il n'y a pas de... Effectivement, l'acidification des océans a transformé un certain nombre de milieux naturels qui sont donc devenus, on va dire, plus acceptables pour des espèces. On sait que sur certaines zones, c'est pas la seule cause, mais on sait que sur certaines régions tropicales, des récifs coralliens ont été... très malmenés, voire détruits, liés à une montée de l'acidification. Mais pas que ça, mais c'est aussi un des paramètres. Et quand un récif corallien... On travaille beaucoup, nous, à Créocéan, on travaille beaucoup sur les récifs coralliens, et quand un récif corallien est atteint, c'est vraiment tout un milieu qui n'a plus de support, qui n'a plus de ressources, qui n'a plus de lieu pour nicher, pour vivre. Ouais. Et alors, localement, sur nos littoraux, une nouvelle aire marine protégée va concerner notre littoral, précisément. Déjà, là, c'est acté. Qu'est-ce qu'on peut en attendre comme effet positif ? Là aussi, je vais vous donner deux réponses, celle de l'ingénieur et celle du citoyen. Non, une aire marine protégée. Une aire marine protégée n'est pas un conservatoire irrémédiable. L'idée quand même des aires marines protégées, c'est de mettre en commun des activités, de mettre en compatibilité plutôt des activités et le milieu naturel. De manière, là, on est vraiment dans une des définitions, parce qu'il y en a plusieurs, mais dans une des définitions du développement durable. L'idée, c'est d'arriver à joindre les activités, donc par exemple la pêche, peut-être la plaisance, peut-être les granulats, peut-être les passages de câbles, avec le milieu naturel. Donc je pense que un dogme qui dirait on est sous une cloche conservatoire avec l'aire marine protégée, un dogme comme ça, pour moi, ce serait une erreur. Il faut que, de même que ça a été pratiqué en agriculture raisonnée, avec dans les zones Natura 2000 ou des choses comme ça, où on dit l'activité de l'homme, elle fait aussi partie de la planète. Donc, alors il faut faire très attention sur ce genre de discours en prenant effectivement des précautions, mais je pense que la mise en place d'une aire marine protégée doit se faire dans cet esprit de compatibilité entre et les usages humains, et puis s'il y en a qui sont incompatibles, eh ben, ils ne seront pas là, et puis le développement, le respect de la biodiversité, le développement des aspects naturels. Prendre en compte tous les acteurs qui travaillent sur ce territoire. Alors précisément, votre cabinet Créocéan fait partie du groupe Kéran, dont le slogan est « Des hommes, une planète », si je ne m'abuse. Alors comment vous voyez justement ce que peuvent faire les citoyens par rapport à ces changements climatiques, ce réchauffement? Est-ce qu'il peut avoir une action en tant qu'individu, en tant que collectif? Alors, les deux, évidemment, ou les trois, évidemment, individus, collectifs, et puis dans les activités professionnelles. Je pense que la médiatisation de ces aspects-là est importante. Il faut qu'elle soit faite de manière raisonnée. Elle est importante parce que c'est de l'information. Et cette information, elle ne passe pas auprès d'une
pour l'instant peut-être d'une grande majorité de personnes. Et cette information, elle est nécessaire pour effectivement arriver à mesurer. On a longtemps parlé, maintenant un peu moins, mais des climato-sceptiques, c'est-à-dire ces personnalités qui argumentaient sur le fait qu'on est dans cette fameuse période interglaciaire dont je parlais tout à l'heure et que finalement on est dans un réchauffement naturel. Non, il n'y a pas que ça, il y a aussi une accélération, on l'a dit, par les activités humaines. Donc nos activités, comment est-ce qu'elles peuvent ne pas rentrer dans ce cycle infernal, dans cette dégradation ? Alors, il y a tout ce qui est prôné par les mouvements raisonnables écologistes sur l'utilisation des transports en commun, de manière à diminuer. Il y a des actions individuelles sur le chauffage qu'on a dans nos logements, sur la mutualisation d'un certain nombre on va dire, d'outils qui sont consommateurs d'énergie, sur la vision qu'on peut avoir dans le développement d'activités qui sont moins consommatrices d'énergie. Oui, je pense qu'il y a des réponses individuelles, puis il y a des réponses sociales et, alors à nouveau politiques, je l'aurais employé souvent. Les élus peuvent agir, là. Les élus, non seulement ils peuvent, mais à mon avis, ils doivent. Ouais. Et quelles seraient les mesures prioritaires ? Parce qu'il y a celles qui permettent de limiter effectivement le réchauffement climatique, mais il y a peut-être aussi des mesures, je pense à celles sur la suppression des sacs plastiques qui font des espèces de masses au fond des océans, qui font des petits continents et qui tuent les animaux. Il y a peut-être d'autres choses. Est-ce qu'il y a des actions qui, de votre point de vue, semblent prioritaires ? Ouais, les sacs plastiques, mais ça, c'est acté maintenant. Et je crois que c'est assez bien compris. On comprend parce qu'on en a. Il suffit d'aller se baigner ou de marcher au bord de la mer. Quand on voit les sacs plastiques, on comprend qu'effectivement, ça peut générer. C'est un petit peu lent quand même là. Non, mais c'est lent parce que on n'a pas eu sans doute assez de discours forts de dire attention, on est en train de bousiller un petit peu le côté naturel de l'environnement. Alors, est-ce qu'il y a des actions prioritaires ? Oui, je pense que ce qui est prioritaire, c'est effectivement la consommation de biens non dégradables. On a vu un certain nombre de classifications d'objets qui mettent au fond de la mer 50 ans, un siècle, un millénaire, 1 million d'années pour se dégrader. Donc là, évidemment, on se dit que arrêtons ça. Mais aussi ce qui est lié aux énergies. Moi, je pense, parce que je pense aux milieux insulaires, qui sont les premiers impactés, parce que, à part, pour une île, la qualité de l'environnement marin qui est autour, c'est primordial. Et là, les énergies, notamment les énergies marines, alors on a un petit peu parlé des éoliennes, mais tout ce qui peut effectivement permettre la récupération des énergies marines, tout ça me paraît primordial par rapport au développement des activités littorales. Très bien. Bien, merci Jean-Marc Cernin. Merci à vous.